Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est en Côte d'Armor, un territoire qui vit au rythme d'un littoral sauvage enchanteur et d'un arrière-pays riche d'une multitude de trésors cachés que nous vous emmenons aujourd'hui. Nous embarquerons tout d'abord pour les splendides côtes de granit rose et du goélo, sur un bateau de pêche, les yeux grands ouverts sur une abbaye au charme romanesque, ou à la découverte d'une île que l'on croirait surgie du bout du monde, vous allez découvrir un coin de France qui a vraiment du caractère. Les marins de Bréhat, ils étaient reconnus comme étant d'excellents marins. De l'autre côté de la baie de Saint-Brieuc, nul doute que vous vous laisserez surprendre par les histoires singulières qui se racontent dans les châteaux de la Côte d'Émeraude. La nuit, on entend le bruit de la mer, mais s'il y a du vent, c'est terrible, ça peut siffler. Les terres du Trégor vous dévoileront enfin toute leur richesse. Après avoir découvert un artisanat d'exception, vous vous laisserez porter par l'histoire locale au fil de l'eau. Puis vous vous régalerez quand vous sentirez poindre le parfum rustique de la potée bretonne. Mais ça fait 45 ans que c'est au menu de la maison, donc on a dû tomber dedans quand on était petits, tu vois. Partons tout de suite à la découverte des surprenantes Côtes d'Armor, avec ceux qui cultivent et partagent une véritable passion pour cette région, à la nature généreuse. Notre voyage commence sur les rives des côtes de granit rose et du goélo. Patricia, costarmoricaine de cœur, travaille depuis quelques années dans une association culturelle qui met en valeur le paysage, le patrimoine et les habitants d'ici. Cette pimpolaise très active va nous guider sur terre et sur mer à l'abordage de ces Côtes d'Armor. Et le petit trésor qu'elle tient à nous présenter avant tout, c'est le rivage de Perros-Guirec. Partons maintenant avec Quentin, guide nature, cheminer entre ces incontournables rochers de granit rose. Ces rochers-là, c'est des formes 100% naturelles. Aucun humain n'est venu tailler le rocher, n'a utilisé de burin ou quelconque outil de sculpture pour lui donner ces formes-là. Ces formes étranges habillent les côtes bretonnes sur 16 km de littoral. Une promenade stimulante pour l'imagination des visiteurs. Oui, moi je venais avec mes parents quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'on escaladait beaucoup tous les rochers et puis on imaginait effectivement quelle forme ça pouvait prendre. C'est sûr que c'est idéal ici pour rêver, pour se laisser porter par toutes ces formes, quoi. Ces rochers roses sont une exception géologique que l'on ne retrouve que dans peu d'endroits sur le globe. Aux Seychelles, en Chine ou encore en Corse. Une rareté qui laisse parfois perplexes certains observateurs. Personne ne pense qu'on les a sculptés, que quelqu'un les a sculptés. Première réponse, non, c'est du 100% naturel, évidemment. D'autres questions, par exemple, est-ce qu'on les repeint ? Est-ce qu'on vient avec notre pot de peinture rose, notre pinceau, et qu'on remet un coup tous les ans à la manière un peu de la Tour Eiffel ? Non, pas du tout. Et non, c'est bien la nature qui a laissé ici son empreinte créative. Il y a 2 milliards d'années, le massif armoricain culminait à près de 4000 mètres d'altitude, comme les Alpes actuelles. La fonte des glaciers et l'érosion ont mis à nu des poches de granit rose apparues ici il y a 300 millions d'années.
Et comment on explique alors qu'ici les roches soient roses alors que pas très loin elles sont grises? La couleur, tout simplement. Donc on va partir du principe sur le granit, il y a 3 grands composants dans le granit. On a tout d'abord le plus petit, en plus faible proportion, c'est le mica, qui c'est le tout petit point noir qu'on voit quand on regarde le granit de très près, qui est très friable. Juste après, on retrouve le quartz, qui peut avoir une couleur du transparent au blanc grisâtre. Et enfin, le feldspath. Et donc c'est lui qui va faire intervenir toute la composante de rose. On a un gros taux de fer dans le feldspath, qui avec donc l'eau, l'air, s'oxyde, et a fini par donner une teinte rosée à ce fameux granit. D'accord. Chaque année, 1 million de curieux se laissent charmer par la lumière incomparable qui habille les rochers de Perros-Guirec. La plupart passent sans le voir devant le château de Costa Aires, imposante villa de style néo-médiéval, datant de la fin du 19e siècle. Le chanteur Léo Ferré y a passé plusieurs étés et a eu tout le temps de contempler la plage de Saint-Guirec, située juste en face. Une bande de sable sur laquelle on retrouve un insolite petit kiosque. Donc voilà l'oratoire de Saint-Guirec. Pourquoi cet oratoire? C'était pour lui rendre hommage, tout simplement parce que Saint-Guirec, selon l'histoire, la légende, serait arrivé sur cette plage de Pomanac depuis son bateau de granit. Et donc serait arrivé évangéliser cette partie du Trégor. Et voilà aussi pourquoi Perros-Guirec porte le nom de ce saint. Un saint que l'histoire retient comme l'un des plus vertueux de son temps, mais qui a inspiré aux locaux une légende plutôt frivole. L'idée, c'est que les jeunes filles viennent planter une aiguille telle que celle-ci, une aiguille de pin ou une aiguille de couture, dans le nez du Saint-Guirec, de cette statue. Et si l'aiguille tient le temps d'une marée, ça signifie que la jeune fille va se marier dans l'année. D'accord. Donc là, comme tu peux voir, en fait... C'est pour ça qu'il a plein de trous. Ah là, c'est ça. Il y a eu tellement de candidates à essayer qu'elles ont fini par épuiser le nez de la statue. Tente ta chance. Oui. Ah, j'essaye. Pour voir si ça rentre bien. Mais non, c'est pas facile. Ouais, ça tient. Mais du coup, tu viendras voir, toi, demain? Ah d'accord, je viendrai voir juste pour toi. Alors. Même si je veux pas me marier. Voilà, mais d'accord. rien que pour savoir si ça tient quand même. Laissons là Saint-Guirec et ses jeunes mariés et prenons un peu le large. Cap sur le surprenant archipel des 7 îles, qui émerge à quelques encablures de Perros-Guirec. On va voir des phoques. Là, je pense qu'on va en voir sur les rochers. Là. Parce que là, dès que la mer descend, il y a des jolis reposoirs qui se présentent. Et ils en profitent, ils se mettent dessus. Si les phoques se plaisent bien ici, c'est que le site est protégé. En abordant sur l'île aux Moines, nous entrons sur la seule île visitable de cet archipel. Il s'agit de la plus grande réserve naturelle sur le littoral français, qui accueille d'importantes colonies d'oiseaux marins. Ouais, on va s'approcher de la colonie un peu par côté ici. Ouais, donc là, on les voit, ils sont installés vraiment sur le pan ouest. Sur cet îlot sauvage, on peut observer des mouettes par centaines, occupées à couver leurs petits. Ici, ils sont assurés de grandir sereinement, même si l'île aux Moines n'a pas toujours été un havre de paix. Notamment pour une autre espèce, le macareux. À l'époque, des sorties, des personnes qui venaient en fait chasser le macareux. Et on avait donc un effondrement de la population des macareux sur l'archipel. Et donc en 1912, déjà, on a à l'époque un rassemblement de beaucoup de personnalités, des scientifiques, des artistes, des gens qui avaient déjà cette fibre un peu environnementale, qui ont vite compris qu'il fallait faire cesser les hostilités. On a pris les bonnes dispositions. On a la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, qui naît ici en 1912, qui d'ailleurs aujourd'hui, on le voit bien, la LPO, son emblème, c'est le macareux. Tout est né ici sur l'archipel des 7 îles, dans cette petite partie nord des Côtes d'Armor, où des personnes ont été là au bon moment, ont pris les bonnes dispositions pour protéger ce patrimoine exceptionnel. La Ligue de protection des oiseaux, pionnière des associations de défense des animaux, est donc née ici, en Côtes d'Armor. Un département où vivre avec la nature et la préserver est une profession de foi. À 30 km à vol d'oiseau, une autre île a su conserver ses atouts. Plus exotique, l'île de Bréa est un petit paradis où les visiteurs, le temps d'une journée ou d'un week-end, s'immergent dans un lieu à part. À seulement 10 minutes en bateau du continent, le dépaysement est total.
Salut Patricia, ça va bien? Salut Jean-Michel. Ravi de t'accueillir. Bah, Ah, Bréa. moi aussi. Tu connais un peu? Oui, je suis déjà venue, mais c'est vrai que je connais pas tout, donc je suis bien contente de découvrir avec toi. Eh ben, moi, c'est un plaisir de te faire découvrir les jolis coins cachés Caché, voilà, c'est de ça. l'île de Bréa. Jean-Michel, guide nature, le sait mieux que quiconque. On peut facilement se laisser happer par les grands classiques de Bréa. De la panoramique chapelle Saint-Michel au sauvage phare du Pan, les milliers de touristes qui déferlent ici chaque année n'ont pas forcément besoin de sortir des sentiers battus pour tomber sous le charme du lieu. Allez, du coup, on se rapproche du moulin du Birlot, le moulin à marée, ça y est, on l'aperçoit. D'accord. Tout ici respire l'authenticité. Car Bréa fut en 1907 le premier site classé de France. Dans ce paysage protégé, où chaque pierre et chaque sentier est un plaisir pour les yeux, Jean-Michel privilégie pour ses balades les petits coins plutôt fréquentés par les locaux. Et voilà, c'est le meilleur point de vue pour comprendre pourquoi on parle de l'archipel de Bréa. Bah oui, c'est magnifique là. Un archipel magnifique, mais dangereux. Surtout ici, autour du port de la Corderie. Il faut imaginer que le port de la Corderie, c'était le port principal de Bréa, donc le premier port qu'on utilisait. L'inconvénient, c'est que le port de la Corderie, il s'ouvre là-dessus, sur un archipel très dense, avec des courants très forts, qui à certains endroits sont contraires. Et quand tu te dis que les gars naviguaient déjà il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, ils n'avaient pas de phare, ils n'avaient pas de balises, ils avaient des cartes marines qui n'étaient pas détaillées, ils avaient des bateaux moins maniables, ils n'avaient pas de GPS, pas de radar. Bon, les marins de Bréa, ils étaient reconnus comme étant d'excellents marins. Si j'étais méchant, je dirais qu'ils n'avaient pas le choix, puisque pour rentrer ou sortir de chez eux, de toute façon, il fallait savoir naviguer dans un endroit comme ça. Une particularité qui, à certains moments de l'histoire de France, a fait de Bréa un refuge pour les marins. Il y a plus de 300 ans, là, les copains anglais, ils n'aimaient pas trop venir naviguer dans tout ça. Comme c'est quand même très largement avec eux qu'on s'est fâché au cours des derniers siècles. Les corsaires, en fait, ont vite établi le fait que le port de la Corderie, c'était un port dans lequel ils pouvaient se protéger. Parmi les corsaires célèbres de l'île, il en est un dont les Bréatins sont plutôt fiers. On peut évoquer un corsaire qui s'appelait Jean de Coitenlem, qui était originaire de Morlaix, qui s'est installé à Bréa, qui apprend un jour que plusieurs bateaux anglais arrivent sur Morlaix. Bon, ça lui plaît qu'à moitié, donc il va leur souhaiter la bienvenue. Bon, une bienvenue de corsaire, hein, donc il va les taper dessus. Et puis, comme il est bien chaud, dans son élan, il va remonter en Angleterre. Il va rentrer dans la ville de Bristol, dans le port de la ville de Bristol. Il va piller Bristol. Et il revient ici en se disant qu'on va le féliciter, quoi. Sauf qu'on lui dit, attention, il y a une vraie différence entre un corsaire et un pirate. Et piller un port, c'est un acte de piraterie. Jean de Coitenlem, destiné à être pendu, s'enfuit alors à l'étranger. C'est là qu'il aurait ouvert la voie vers une des plus grandes découvertes de son temps. Donc en fait, il est parti et il a été travailler pour le roi du Portugal. Et on raconte à qui veut bien nous écouter que Jean de Coitenlem a certainement influencé Christophe Colomb dans l'itinéraire qu'il s'est donné, parce qu'il lui a parlé de la pêche que faisaient les Bréatins au XVe siècle, et on allait pêcher la morue non pas en mer d'Islande comme ce sera le cas plus tard, mais du côté de Terre-Neuve. De là à dire que sans les Bretons et sans les Bréatins, on n'aurait jamais découvert les Amériques. J'irai pas jusque-là, mais bon, on peut presque le dire. On peut presque le dire. L'autre fierté des habitants de Bréa, bien avérée celle-là, c'est l'étonnante flore qui s'épanouit sur l'île. Voilà une plante sympa à venir observer. On appelle ça un échium. Ça s'appelle aussi de la vipérine. Et ça va monter, alors cette espèce-là va monter comme ça à 3-4 mètres de haut. Et donc elle vient d'où cette plante? Alors l'échium, ça vient des îles Canaries. Ça fait partie de toutes ces fleurs qu'on trouve à Bréa, qu'entre guillemets, on ne devrait pas trouver sur la côte nord de la Bretagne. Mais le climat fait que toutes ces fleurs, elles se plaisent ici. Elles n'ont pas trop froid l'hiver, elles n'ont pas trop chaud l'été. Elles ont ce qu'il faut en pluie, ce qu'il faut en soleil. Ce n'est pas pour rien que l'on surnomme Bréa l'île aux fleurs. Et on sait comment elles sont arrivées ici, ces plantes? Oui, il y a deux arrivées, on va dire, différentes. Bon, il y a les marins, forcément, qui allaient naviguer à droite à gauche et qui ont ramené, au fur et à mesure de leur voyage, plein de fleurs. Et puis, il faut se dire que Bréa a été énormément fréquenté par les artistes. Donc, c'est aussi eux qui ont progressivement amené toutes ces fleurs ici à Bréa. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. On vient à Bréa pour son paysage unique, mais aussi pour sa verrerie.
Une activité que l'on ne s'attend pas à voir sur une petite île de 400 habitants. C'est Yves, bréatin de cœur, qui a eu l'idée de créer cet artisanat ici. Bonjour Yves. Bonjour, tu vas bien? Ouais, et je suis très contente de venir visiter les ateliers de verrerie. Oui, il paraît que tu connaissais pas. Non, je connaissais pas. Eh bien voilà, tu vas réparer une grave carence. C'est ça. En fait, ici, on est dans une ancienne enceinte militaire. Car la verrerie de Bréhat est située dans un ancien fort datant de 1863. Un bastion qui devait défendre l'île contre les Anglais sous Napoléon III. Quand les militaires sont partis, ils ont rendu la bâtisse à la nature. Quand Yves découvre le site en ruine, il y a une vingtaine d'années, il a alors une vision. Très curieusement, quand j'ai poussé la porte, j'ai vu la citadelle comme elle est maintenant. Tu l'as vu, enfin tu J'ai visualisais comme ça. vu des ateliers, j'ai vu des gens, c'est très Tu curieux. as eu un flash, quoi. Un flash. Tu dis, c'est là qu'il faut que je C'est sois. là, c'est là. Yves va mettre 2 ans à redonner vie à cette citadelle et va vite s'apercevoir que son histoire est intimement liée aux habitants de l'île. J'ai rencontré des gens qui sont venus ici après la réhabilitation et qui m'ont dit « Moi, je suis né là ». Ah Ou oui. bien j'ai habité avec ma famille à cet endroit-là. D'accord. Et ces gens-là étaient très émus de voir que cette ruine revivait. Et moi, j'étais content pour eux parce que c'était une rencontre, une vraie rencontre entre des gens qui avaient vécu ici et nous qui étions en train de redonner vie à ces ailes. Après 17 ans d'activité, la verrerie est réputée dans le monde entier pour ses poignées de porte, ses boules d'escalier et ses luminaires. De grandes maisons de couture et quelques-uns parmi les plus grands palaces du globe viennent se fournir chez Yves. Donc ici, on ouvre le four de fusion. On sent la chaleur. Oui, on sent bien, oui. Il est à 1150 degrés. Et on prend du verre en fusion dans ce four. La quantité nécessaire, donc la qualité du verrier, le talent du verrier, c'est de savoir ce dont il a besoin. Là, il est en train d'évacuer le trou. D'accord. Trou de verre, voilà. Il tourne toujours la canne et le verre au bout de la canne de façon à ce qu'il reste droit, horizontal. Sinon, s'ils arrêtent de tourner, ça va être comme du caramel mou et ça va Et tomber. ça tombe. La phase la plus délicate dans le travail des verriers de Bréhat, c'est la finition. Chaque pièce doit être calibrée et cela se fait avec un simple papier journal. Le principe est le suivant. Lorsque le verre en fusion va toucher le papier journal imbibé d'eau, il va y avoir un film de vapeur qui va se dégager instantanément. Et ce film de vapeur va protéger la main du verrier. Ah oui. Il faut qu'il continue à bouger, bien sûr. S'il ne bougeait pas, ça va bien. Mais là, c'est suffisant. Et le journal suffit. Le journal suffit. Les équipes d'Yves développent en permanence de nouvelles créations sur l'île. Des objets de verre qui partiront bientôt aux 4 coins du monde, porter haut les couleurs de Bréhat. Il est temps maintenant de revenir sur le continent, à Paimpol plus exactement. Patricia tient à nous faire découvrir un lieu unique et chargé d'histoire, situé à quelques centaines de mètres du centre. Posé dans un décor romanesque, ce lieu de promenade où il fait bon flâner, c'est l'abbaye de Beauport, dont Françoise est la directrice. Bonjour Patricia. Bienvenue. Ouais, je suis contente d'être là. Bah ouais. Fondée en 1202 par l'ordre des Prémontrés, elle a abrité pendant 6 siècles des chanoines qui furent au début de sa création très influents dans la région. Mais à la Révolution française, l'abbaye va connaître une nouvelle vie. En 1793, l'abbaye est fermée. Les chanoines sont dispersés et l'abbaye va être vendue en morceaux aux enchères. Il faut attendre le 19e siècle pour que 2 amoureux du patrimoine, dont les tombes sont encore présentes dans l'église, se prennent de passion pour l'abbaye de Beauport. Mélanie Morand, issue d'une riche famille d'armateurs paimpolais, et son mari, le comte Napoléon Poninski. Mélanie et son mari vont vraiment œuvrer pour la conservation des lieux.
Alors que l'abbaye avait été vendue en plusieurs lots, ils vont racheter tous les lots. Et grâce à leur correspondance avec des historiens, eh bien, ils vont sensibiliser Prosper Mérimée, qui est le premier inspecteur des monuments historiques en France. Et Prosper Mérimée va venir ici et tomber amoureux des lieux. Et il va faire classer l'abbaye de Beauport sur la première liste des monuments historiques, la liste de 1862. Donc on est avec de très grands bâtiments, on est sur la même liste que Notre-Dame de Paris, etc. Mélanie Morand et le comte Poninski ont en fin de compte gagné leur combat pour la conservation de l'abbaye. Une victoire qui aujourd'hui se révèle à double tranchant. Je crois qu'à l'époque, ils avaient espéré bénéficier de la quiétude des lieux. Bon, aujourd'hui, ils sont accompagnés par 50 000 visiteurs qui viennent leur rendre visite chaque année, mais bon, au moins, ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas oubliés. L'abbaye de Beauport, c'est aussi des jardins à la beauté intemporelle et des marais maritimes d'exception, choyés par le Conservatoire du Littoral. À 30 minutes de l'abbaye, sur le point le plus septentrional de Bretagne, nous poursuivons notre découverte du bord de mer costarmoricain avec une curiosité géologique. Cette bande de sable étroite, de 3 km de long, c'est le sillon de Talbert. Un amas de résidus rocheux généré par la dernière glaciation et qui est resté seul émergé après la remontée du niveau de la mer. Patricia vient très souvent ici se ressourcer, seule face à la nature. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son amie Claire. Salut! Tu vas bien? Oui, toi? Ça va, très bien. Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Eh ben, on va aller voir les algues, là, au sillon du Talbert, parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses à voir. Ouais? Ouais, ça va être sympa. Allez, je t'emmène? allons-y. C'est parti. La passion de Claire, c'est l'algue. Pour elle, le sillon de Talbert est un terrain d'observation privilégié, car à marée basse, elle peut étudier les quelques 700 espèces d'algues présentes ici. C'est vraiment le plus grand champ d'algues en fait, d'Europe, ici. Donc, et c'est pour ça qu'aussi que le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues, s'est implanté. Alors, ce n'est pas que pour cette raison, mais en tout cas, c'en est une, pour justement faire toutes les recherches sur les algues. Alors, aussi bien dans l'alimentaire, mais on utilise des algues aussi dans différentes industries. L'industrie pour remplacer la pétrochimie pour faire des plastiques, dans les textiles, dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire, dans plein de choses. On le voit de plus en plus. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu en manges pratiquement tous les jours, tu en portes tous les jours, tu en utilises tous les jours sans le savoir. Comme cette Chondrus crispus, utilisée pour la fabrication de médicaments ou appréciée en cuisine pour son pouvoir gélatinisant. Riche en vitamines, oligo-éléments et antioxydants, la plupart des algues sont comestibles et ont chacune un goût particulier. Alors si, il y en a une là qui est échouée, mais qui est super intéressante. Voilà, c'est une algue rouge. En fait, on l'appelle la dulce, Palmaria palmata, de son petit nom. Donc ça, c'est l'algue par excellence qui est préférée justement des gastéropodes et notamment des ormeaux. Donc c'est une algue qui est prisée par tout le monde et par nous aussi. Parce qu'elle est très très bonne celle-ci. Elle est très très bonne. Elle a un petit goût léger de crustacés. Et on peut la marier aussi bien dans des plats salés que sucrés. Moi je la prépare dans des desserts et elle est vraiment très très bonne. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, hein, c'est pas mal. Hein, pas mal. Je pensais que c'était plus fort. En plus, elle est croquante. C'est autant le goût que la texture qui est intéressante. Ah, c'est agréable en plus. Ouais. Côté gastronomie, les Côtes d'Armor ne manquent pas d'atouts. Pour s'en rendre compte, il faut revenir plus au sud et se laisser porter par la marée vers le port en eau profonde de Saint-Quay-Portrieux. Suivons Patricia sur les pontons à la rencontre d'un de ses plus sympathiques équipages. Bonjour Patricia. Hop là. Ça va? Bien. Et toi? Ça va. Bon. On est prêt à partir? Ouais. Embarquement immédiat sur le chalutier de Jean-Michel, qui pêche l'un des produits phares de la baie de Saint-Brieuc, la palourde rose. Juste le temps de passer devant les îles Saint-Quay et c'est parti pour 1 heure de route, direction la pleine mer. Les gisements de palourde se trouvent entre 20 et 40 mètres de profondeur. En chemin, une question titille Patricia. Et du coup, ton bateau s'appelle la Margouille, pourquoi?
Parce que c'est un surnom en fait que me donnait mon père qui était également pêcheur. Parce que quand j'allais en mer, petit, je passais mon temps à dormir tout le temps. Donc la margouille, c'est un nom qu'on donne aussi aux margates, aux sèches en fait. Et vu que je passais mon temps à dormir comme une margate, donc il m'a appelé la margouille. Et puis voilà, le surnom est resté, quoi. D'accord. Aujourd'hui, Jean-Michel n'a plus le temps de dormir durant la pêche. La drague plonge toutes les 15 minutes et revient le ventre plein de palourdes roses. On la renvoie au fond et on trie, le temps d'une autre session de drague, et ainsi de suite. Les 40 bateaux de pêche de la baie doivent chacun ramener 7 tonnes par semaine. De mai à septembre, impossible de louper ces bons fruits de mer sur les marchés environnants. Bon Patricia, t'es prêt pour une dégustation alors? Ah oui, j'attends que ça. Hop, voilà. Je vais en goûter une aussi, tant qu'à faire. Hein. Donc, tu vas avoir le goût iodé, bien sûr, au départ du sel, de l'eau de mer. Et après, tu vas avoir un goût très sucré, normalement. Ah, j'ai senti bien sucré, ouais. Bien sucré, ouais. Ouais, c'est merci. Je vais la gaver, elle aura plus faim ce midi. Ça en aura plus pour nous. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de les cuisiner, les ballons? Oui. Alors, pour les plus courageux, ils pourront les ouvrir et les faire farcir pour les faire au four, comme les frères ou les polones grises. Après, pour les plus gourmands, tout simplement comme les moules à la marinière. Après, on peut rajouter roquefort, curry, tomates, enfin, toutes les sortes. Voilà qui devrait vous mettre en appétit. Si vous passez dans ce coin des Côtes d'Armor, nul doute que vous sacrifierez vous aussi au rituel de la dégustation de fruits de mer fraîchement pêchés. Partons maintenant plus à l'est, de l'autre côté de la baie. Notre prochaine escale nous emmène vers le territoire des Côtes d'Émeraude. Un coin de France à la beauté naturelle, où le patrimoine de pierre est mis à l'honneur et qui tient son nom de la couleur de la mer. David, notre prochain guide, est artiste peintre. Il trouve son inspiration dans l'art celtique. Le symbole du Triskel, c'est un peu le symbole identitaire des Celtes. Les Bretons, donc, évidemment, font partie des Celtes. Je travaille sur des structures qui ont un lien avec l'histoire, avec l'identité culturelle locale. Après avoir voyagé dans le monde entier, David a décidé il y a quelques années de rentrer sur ces terres costarmoricaines qui lui offrent l'inspiration dont il a besoin. Aujourd'hui, il marque de son empreinte un haut lieu de l'histoire de la région, le château de la Hunaudet. Imposante bâtisse fortifiée, symbole de la puissance des ducs de Bretagne au Moyen-Âge. Mais le château véritablement emblématique de cette côte d'Émeraude, que tient absolument à nous faire découvrir David, est posé à 25 km plus au nord sur le littoral. Impossible de rester indifférent au charme brut du Fort Lalatte. Un poste de surveillance bâti au XIVe siècle, battu par les vents et tourné résolument vers la mer. Ah, bonjour David. Bonjour Isabelle. Ça va bien? Bien vous? Oui. Voilà, on va aller. Isabelle est la maîtresse des lieux. C'est le père de son époux qui a racheté le site en 1931 et qui l'a entièrement restauré. Dans quel état était ce château alors dans les années 30 Alors dans les années 30, eh bien, à part les murs extérieurs, les châtelets d'entrée, tous les bâtiments étaient totalement en ruine puisque le château était abandonné depuis 1890. Donc la chapelle était en ruine et ici aussi c'était à ciel ouvert. Finalement, il n'y a que le donjon qui est derrière nous, qui, lui, effectivement... n'a pas trop bougé? N'a pas bougé. Okay. Aujourd'hui, ce vaisseau de grès rose, qui culmine à 70 mètres au-dessus de la mer, a retrouvé son lustre d'antan. Un site d'exception pour les visiteurs, mais aussi parfois difficile à vivre pour ses habitants. Et vous habitez ici, en fait? Donc j'habite dans l'habitat seigneurial. Voilà, j'habite dans... Donc c'est très petit, en fait. La nuit, on entend le bruit de la mer, mais s'il y a du vent, c'est terrible, ça peut siffler. C'est une maison difficile à vivre et en même temps
ça vous prend... C'est pas une maison anodine, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Une maison qui a vu passer du beau monde. Dans les années 50, Kirk Douglas et Tony Curtis, excusez du peu, ont tourné un film au Fort Lalatte. Le Fort Lalatte, ça évoque pour moi et pour les gens autour un film assez célèbre qui a été tourné ici, Les Vikings. Le tournage en lui-même, ça a duré 6 semaines, à peu près, mais les préparatifs ont été très longs parce qu'il a fallu reconstituer, transformer le château, reconstituer tout un village là-haut pour pouvoir abriter tout le staff. C'était Hollywood en Côte d'Armor, et ça, les gens en gardent un souvenir absolument extraordinaire. Bah, c'est un petit peu le château fort au bord de mer, un peu de rêve, quoi. Un château de rêve planté dans un décor prodigieux. Car nous sommes là à quelques centaines de mètres du Cap Fréhel. De la bruyère à perte de vue posée au sommet de falaises immenses. Géants de pierre, impassibles face à l'horizon. Quittons ce paysage exceptionnel pour continuer notre voyage à l'intérieur des terres. À Dinan plus exactement, une cité médiévale au patrimoine historique d'une rare richesse. À commencer par ses remparts, les plus longs de Bretagne. 2,6 km de murailles imposantes que vous pourrez parcourir et dont la pièce maîtresse est le château de la duchesse Anne. Pour une visite privilégiée des lieux, David a rendez-vous avec Cécile, passionnée par la culture de sa ville. Bonjour David. Bonjour Cécile. Alors, est-ce que tu connais le château de Dinan? Je le connais un petit peu comme ça en venant régulièrement à Dinan, mais j'avoue que tu m'en diras peut-être un peu plus. Tu connais un peu son histoire? Vaguement, oui. Alors, tu sais que c'est le donjon qui a d'abord été construit le premier, au XIVe siècle. Il a été construit par Jean IV, voilà, qui était duc de Bretagne. Et Jean IV a fait construire ce château en fait pour poser sa puissance. Hein, voilà. Et si tu regardes, voilà, c'est un château de prestige. Un château de prestige qui a su évoluer au cours des siècles. Dans les entrailles de la tour de Coëtquin, habituellement interdite à la visite, Cécile nous offre un regard inédit sur l'histoire plus récente du château, habité dès 1585 par le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne. Un personnage peu populaire ici. Alors ici, on est dans un lieu qui est inconnu aux visiteurs dinanais, puisque c'est fermé au public. D'accord. Le souterrain Mercœur, en fait, est arrivé bien après la construction du donjon, de la tour. Il a été construit au XVIe siècle. D'accord. Le duc de Mercœur a eu l'idée de moderniser son château et surtout de le fortifier. Mais assez curieusement, ici à Dinan, le duc de Mercœur s'est surtout protégé des Dinanais. D'accord. Dans l'enceinte du mur, il y a des chambres de tir, en fait, et si on regarde bien, la ville est là. Toujours les chambres du tir sont vers tournées vers les Dinanais. Attention les Dinanais, alors. Voilà. Dinan a par la suite traversé les siècles dans un calme relatif, s'appuyant pour prospérer sur son port de commerce situé au pied de la ville. Aujourd'hui encore, en arpentant ces agréables rues pavées, on peut admirer un patrimoine bâti considérable, témoin du riche passé de la ville. Comme son beffroi du XVe siècle, qui offre une vue imprenable sur les toits de Dinan. D'ici, on peut apercevoir la basilique Saint-Sauveur, un lieu spécial dans le cœur des habitants, puisqu'il renferme un trésor qui fait la fierté des locaux. Voilà, mon cher David, je t'emmène dans un lieu très particulier de la basilique Saint-Sauveur de Dinan. C'est le lieu où les touristes viennent tout de suite, dès qu'ils rentrent. Moi, le premier, j'avoue. Voilà, parce que tout simplement, ici, nous avons le cœur de du Guesclin qui est enchâssé dans une urne, dans le mur. Derrière cette inscription. Alors, du Guesclin, oui, ça rappelle mes anciens cours d'histoire, mais est-ce que tu pourrais me rappeler un peu, rafraîchir la mémoire? Alors, du Guesclin, c'est en fait l'homme célèbre de la guerre de 100 ans. C'était le conflit entre les rois de France, les rois, puisque ça a duré si longtemps, et les rois d'Angleterre. On a d'abord été battus 2 fois, à Crécy, à Poitiers, et du Guesclin, lui, a été l'homme de la situation. C'est lui qui a enfin commencé à remporter des victoires pour le roi de France.
En fait, son trait de caractère principal, c'était qu'il était hargneux, on dit souvent, Voilà. le dog de... Le dog noir de Brocéliande, Brocéliande. ouais, c'était son surnom. Très hargneux, et je crois que c'était sa principale qualité, parce qu'il paraît qu'il était complètement inculte. Et donc du Guesclin, pour les Dinanais, c'est un petit peu un héros national, si on peut dire. Oui, c'est l'homme prestigieux de Dinan. Du prestige, Dinan n'en manque pas. La cité compte 70 monuments historiques. À quelques kilomètres de la ville et de son agitation touristique, David tient à nous faire découvrir une curiosité du patrimoine local. Le moulin du Prat, qui revit depuis une quinzaine d'années sur les bords de la Rance. C'est Jean-Louis, gardien des lieux et initiateur actif de sa rénovation, qui nous accueille pour nous présenter ce site unique. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, alors bienvenue au Moulin du Prat, Merci. qui est un moulin à marée. Et vous allez voir que Jean-Louis n'est pas peu fier d'avoir remis en état de marche cette rareté. Et en fait, des moulins à marée, il y en a beaucoup en France, en Bretagne. Alors, en tout, il y en a qui se sont amusés à faire le compte de tout ça. Il y avait plus de 100 000 moulins en tout, en France. D'accord. Et sur les 100 000 moulins en tout, il n'y avait que 140 moulins à marée. Et sur les, alors je termine, sur les 140 moulins à marée connus en France, il y en avait plus de 100 en Bretagne, Bretagne Nord, Bretagne Sud. Et sur les 100 moulins, après je m'arrête, hein, et sur les 100 moulins à marée de Bretagne, il y en avait 15 uniquement sur les bords de la Rance. Sur ces 15 moulins à marée, il n'en reste qu'un aujourd'hui en état de marche. Son fonctionnement est très simple. À marée haute, l'eau est capturée dans un immense étang. Quand l'eau redescend, quelques tours de manivelle suffisent pour le mettre en action. Voilà, alors pour mettre en marche le moulin à marée, il suffit d'utiliser cette crémaillère. Il suffit de tourner, voilà. Dans ce sens-là. Exactement. Ok. En tournant la crémaillère, on ouvre une vanne qui se trouve actuellement à environ 2,50 m sous l'eau. Et l'eau de l'étang va passer dans un petit tunnel de 30 cm sur 30 cm qu'on appelle un coursier. Et l'eau va aller vers le bas de la roue à eau pour la faire tourner. Encore 1 mètre? Ah oui, non, 50 cm. D'accord. Cette roue à eau va entraîner ensuite tout le mécanisme à l'intérieur. Si le moulin à l'époque fonctionnait 2 fois par jour, à chaque fois 6 heures durant, suivant le rythme des marées, l'association de Jean-Louis l'utilise désormais tous les dimanches pour des démonstrations et des dégustations de galettes 100% bretonnes. Notre voyage se poursuit à l'intérieur des terres, à la découverte du Trégor et de ses richesses, qui propose aux visiteurs un visage bien différent des Côtes d'Armor. Tiffaine a toujours vécu ici. Professionnelle du tourisme, elle connaît toutes les petites perles cachées qui font de son coin une destination qui réserve bien des surprises. La première, perdue en pleine campagne, à Plélo, est réservée aux initiés. Une ancienne minoterie sauvée de la ruine par un couple de passionnés, les parents de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Tiffaine. Ça va? Bienvenue au Charaban. Merci. Donc c'est ce fameux Charaban. Voilà, tu découvres notre maison. Un peu familial. Ouais, bah complètement familial. Hein. Puisque moi, mes parents se sont installés là il y a 45 ans, 71. D'accord. Voilà, ils étaient un jeune couple d'agriculteurs dynamiques et ils voulaient développer un peu le tourisme rural dans ce moulin. C'était un rêve, je pense, de mes parents, un rêve d'amoureux et d'amoureux de leur terroir. Ils ont démarré en petite auberge bretonne, donc en faisant juste des tartines, du lard et des pommes de terre et de la crêperie, puisque c'est quand même la tradition bretonne. Aujourd'hui, plus que jamais, la plupart des ingrédients que vous retrouverez dans votre assiette à la ferme auberge du Charaban sont cultivés ou élevés sur place. Les sœurs Lamour, c'est leur nom, continuent à mijoter une spécialité traditionnelle que leurs parents servent depuis des années ici, la potée, un incontournable en Côtes d'Armor.
voit bien que c'est vraiment du local, le cochon, le chou, c'est vraiment une tradition. C'est vrai que le cochon, c'est une production bien bretonne. Dans les années 60, quand les paysans ont voulu se démarquer un peu des autres régions céréalières, ils se sont retournés vers l'élevage qui était plutôt plus facile pour eux, et donc le cochon fait partie de notre région. La saucisse de nos cochons, donc on a également la poitrine, qui est de lard du porc, salée et fumée, et la palette, salée et fumée également, ça relève bien le goût de la viande de porc. Marie-Noël sait de quoi elle parle, son mari est éleveur de porc. Chez les Lamour, la potée, c'est vraiment une affaire de famille. Oui, toi tu fais du... Ah non, c'est bien. Regarde, si, mais moi tu vois, je coupe comme ça. Et cette spécialité-là, la potée, ça fait longtemps que vous faites ça? Mais ça fait 45 ans, voilà, que c'est au plat, que c'est au menu de la maison. Donc on a dû tomber dedans quand on était petite, tu vois. Dans le chaudron. On est tombé dans le chaudron. Voilà, et on termine par la saucisse. Ça y est, ça mijote. C'est parfait, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Les secrets des sœurs Lamour pour réussir une bonne potée: un énorme chaudron en fonte, des produits du terroir et 5 bonnes heures de cuisson. Ah, la potée! Ça y est. Wow. C'est joli comme tout. Bon, ça donne envie. Au final, ce sont de véritables morceaux de Côte d'Armor qui se retrouvent dans vos assiettes. Un délice rustique, mais surtout gourmand. C'est vraiment délicieux. Après cette étape gastronomique, enfonçons-nous encore un peu plus dans les terres pour nous intéresser à une curiosité de pierre, circulaire et très ancienne, le temple de Lanlef. Une bizarrerie qui reste pour les historiens comme pour les locaux un mystère. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va? Ça va toi? Ça va, oui. Bienvenue au temple de Lanlef alors. Michel en est le gardien. Donc c'est un monument qui a toute une histoire, hein, il est assez vieux. On le date de fin 11e siècle. Donc c'est un édifice qui gâte tout ce mystère dans la mesure où on n'a aucune archive sur sa construction, la date, ni pour qui ni pourquoi. Plusieurs hypothèses circulent sur ce temple de Lanlef. Certains avancent que ce serait une réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont on aurait enlevé la coupole. D'autres assurent que de mystérieuses sources souterraines donneraient au site une énergie considérable. Tous les sauciers, magnétiseurs et compagnie qui viennent ici avec leurs pendules ou leurs baguettes ont trouvé 2 veines d'eau qui se croisent en plein milieu ici. J'ai eu aussi des druides qui sont venus d'Irlande. D'Irlande, d'accord. Carrément, ils étaient 7 ou 8 là, et ils ont passé 4 heures. Et en effet, eux aussi, ils ont trouvé les veines d'eau. Et puis, il y a ces énigmatiques inscriptions sur les colonnes du temple, qu'aucun spécialiste n'a à ce jour su interpréter. Des gravures indéchiffrables, une force magnétique considérable, il n'en faut pas plus pour attirer les curieux du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui viennent se ressourcer ici. D'accord, comme en pèlerinage un peu. Un peu comme en pèlerinage, oui. Donc, à mon avis, ce monument aurait été construit parce qu'il est bourré d'énergie. D'accord. Et je ne sais pas si vous trouvez bien, mais moi je m'y sens bien. C'est vrai qu'on s'y sent bien dans cet endroit. Ouais. On se sent bien, relaxé. Une énergie bénéfique, mais impénétrable. Les Côtes d'Armor cachent décidément bien leur jeu. À une dizaine de kilomètres plus à l'ouest, le bourg de Pontrieux, lui aussi, dissimule en son sein un petit trésor. Tiphaine nous a réservé une petite balade privilégiée sur le Trieux, le petit fleuve local, à la rencontre des 50 lavoirs qui racontent la vie d'antan dans cette petite Venise bretonne. Salut Johanna. Salut Tiphaine. Hop là. Allez, c'est parti. On y va. C'est Johanna qui propose de découvrir l'histoire de la ville en barque électrique. Elle va nous conter ses lavoirs et leurs lavandières, encore présentes ici jusque dans les années 50, avant l'apparition des machines à laver.
c'était un métier lavandière. Oui, en fait, c'était leur métier, donc c'est-à-dire qu'elle avait le linge de leur famille pour laquelle elle était donc employée. Donc tu avais une lavandière par famille. Et donc tu avais aussi les familles qui habitaient le bourg de Pontrieux. Eux, bien sûr, n'avaient pas de lavoir privé à eux. Donc ils embauchaient une lavandière, mais qui venait au lavoir public qu'on a vu là-bas. Donc les lavoirs étaient surtout un lieu exclusivement réservé aux femmes. Les hommes avaient toujours le droit de venir déposer le linge avec la brouette en bois à l'entrée du lavoir et de repartir. Sinon, ils pouvaient être jetés à l'eau pour ne pas entendre les potins, les cancans qui s'y racontaient. C'était vraiment un lieu dédié aux femmes. D'ailleurs, elles gardaient avec elles leurs enfants en bas âge dans des paniers à linge, car bien sûr, elles n'avaient pas de nourrice, ces lavandières. Les lavoirs datent du XVIIIe et du XIXe siècle, une époque où posséder son propre lavoir à Pontrieux était un signe extérieur de richesse. Donc c'était en général de riches commerçants, négociants, bourgeois pontriviens qui se faisaient donc construire comme cela leur lavoir au bout de leur propriété. Et donc en général pour préserver leur vie de famille du reste du village. Et donc des cancans du lavoir public. D'où l'expression laver son linge sale en famille. D'accord, ça vient de là. Voilà. Les riches pontriviens exportaient autrefois du lin des usines locales, du port de la ville, vers toute l'Europe. Autre fait de gloire, plus anecdotique celui-là, c'est aussi à Pontrieux, dans les cartonneries Huette, qu'ont été imprimés les premiers tickets de métro parisiens. Remontons le courant du Trieux sur une poignée de kilomètres pour nous arrêter sur une autre merveille de ce coin de France. Le château de la Roche-Jagu, une forteresse de grès rose et de granit chargée d'histoire. Laurence met en valeur ce patrimoine depuis une dizaine d'années. Bonjour Laurence. Bonjour, bienvenue à la Roche-Jagu. Merci de m'accueillir dans ce superbe cadre. Effectivement, voilà, le château, le parc, le Trieux derrière. Superbe. Alors c'est un château qui est assez ancien, je crois? Oui, du 15e siècle, début 15e d'ailleurs. C'est une riche héritière locale, Catherine de Troguindy, qui va lancer les travaux en 1407. Elle voulait faire de son château un symbole de sa puissance dans la région. L'édifice n'a depuis quasiment pas bougé. Elles sont un peu atypiques, ces cheminées, non? C'est ce qu'on trouve dans le monde anglo-normand, un type gothique flamboyant, qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui parce que souvent modifiées, mais là, elles sont d'origine. Il y en avait 21, et donc forcément, ça rajoute au côté somptueux, quoi. Laurence, entourée d'une équipe de passionnés, bichonne jour après jour ce patrimoine local exceptionnel, idéal pour une sortie en famille. Car le château est entouré d'un vaste parc aménagé de 64 hectares qui a vu le jour après l'ouragan de 1987 et qui accueille des centaines d'espèces de fleurs et de plantes odorantes. Contournons ces jardins pour nous poser un instant derrière la façade nord du château, côté Trieux, et nous pencher sur la situation géographique de la Roche-Jagu, qui est avant tout une sentinelle du fleuve. Alors oui, effectivement, là on est devant le deuxième fleuve de Bretagne, là, ici dans les Côtes-d'Armor, le Trieux fait 74 km et à partir de Pontrieux, qui était le port de Guingamp, on avait donc une dizaine de domaines chargés de contrôler le commerce incessant sur le fleuve et de prélever des taxes pour toutes les marchandises qui étaient transportées. Là on remarque vraiment que c'est une position stratégique. Effectivement, on est au-dessus du méandre du Trieux, ce qui permet de contrôler effectivement les bateaux qui peuvent circuler. Alors ça peut être des ennemis qui viennent du nord de l'Angleterre a priori, ou depuis Pontrieux, qui était le port de Guingamp, des bateaux de commerce qui exportent ou qui importent des marchandises et qui, à chaque domaine traversé, parce qu'il y en avait une dizaine le long du Trieux, devaient s'acquitter d'un droit de passage pour pouvoir poursuivre leur route. Pas de droit de passage pour poursuivre notre route à nous. Celle que Tiphaine nous propose de prendre en direction de Querpère, bien plus au sud, en terre de menhirs et de légendes. Un petit village tranquille, à l'église 5 fois centenaire, et qui abrite l'atelier d'un couple d'artisans hors du commun. Julien et Audrey sont luthiers et surtout archéomusicologues. Leur combat, faire revivre des instruments oubliés et principalement des instruments liés à la culture celtique, comme la lyre.
On parle d'instruments qui ne sont plus du tout fabriqués depuis fort longtemps. Et ce métier-là consiste à interpréter des enluminures, interpréter des sculptures, interpréter des vitraux, pour essayer donc de transformer ces œuvres artistiques qui n'ont pas toujours pour but premier de représenter la réalité. Nos deux luthiers font partie du pôle de recherche et d'interprétation de l'archéologie expérimentale, le PRIAE. Une équipe scientifique pluridisciplinaire, fraîchement mise en place, qui s'attache à faire revivre la musique, qui existait de l'âge de fer jusqu'au Haut Moyen-Âge. Donc l'archéomusicologie, c'est également faire appel à d'autres sciences, telles que la dendrochronologie, telles que la palynologie. Ce sont des sciences qui étudient principalement les bois et les pollens, afin de pouvoir par exemple pratiquer des carottages dans le sol et savoir à telles époques, dans telle région, quelles espèces d'arbres étaient présentes, pour savoir, dans la plus grande probabilité, quel type de bois ils utilisaient à l'époque pour faire ces instruments-là. Mais du coup, là, on a vu que vous faites ça à partir de photos ou de choses comme ça, mais au niveau du son, comment vous faites pour reproduire le même son qu'il y avait à l'époque ? Alors hélas, on n'a pas encore retrouvé de MP3 ni de CD de l'époque, on ne désespère pas. En l'occurrence, la taille de l'instrument et les différentes représentations qu'on a pu retrouver à travers les âges nous donnent une assez bonne information sur voilà, la tessiture de l'instrument, s'il était bas, s'il était aigu, sur les techniques de jeu et également sur la fonction de cet instrument dans la musique. Est-ce qu'il était plutôt dans le profane ou plutôt dans le sacré ? Mais qu'écoutaient donc nos ancêtres ? La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de se laisser porter par la lyre de Julian, qui nous transporte à travers les siècles. Nul doute que les magnifiques paysages des Côtes d'Armor et leurs sympathiques habitants feront vibrer votre corde sensible. Ainsi s'achève notre voyage en terre bretonne, que vous aurez vous aussi un immense plaisir à découvrir.